Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dolce Velo, une nouvelle preview. Cette fois, on va parler de l'équipe Cofidis. Avant, on a parlé de la Pinarello Q36.5, une équipe qui a eu son ticket pour le Tour de France via les wildcards. Ici, on est avec une équipe totalement différente qui était avant le Tour l'année passée et qui s'est vue être reléguée via le système, via le nouveau classement UCI. Donc, ça va être toujours la même structure, hein. Donc on va parler un peu des coureurs marquants, déceptions, un petit point mercato, les changements. Là, on va un petit compo du tour et enfin une petite conclusion avec nos attentes pour 2026. Voilà, Cofidis, l'année était compliquée, hein. 2025 c'était une année très malheureuse. Franchement, c'était prévisible. C'est pour moi la conclusion d'une suite d'années qui n'ont pas été. Le mercato n'a pas été bon, alors que tu savais que tu devais jouer les points pour le maintien au classement UCI. Le management n'a pas été bon, les contrats et les sponsoring n'ont pas été bons, la communication n'a pas été bonne, les déclats à la presse n'ont pas été bonnes. Les cyclistes se plaignaient même de l'équipementier. Donc, il n'y a rien qui allait. Il y avait cependant quelques bons résultats par-ci par-là qui pouvaient un peu masquer temporairement les aléas de l'équipe. Mais 2025 a été une année tellement clé pour beaucoup d'équipes et notamment par exemple la Pinarello qui est 36.5 dont on a déjà parlé, la UNEX dont on n'a pas encore parlé et encore la Lotto par exemple, qu'en fait Cofidis a pris le contre-coup de toutes ces réussites là et a chuté. Et du coup, ce qui amène Cofidis à la relégation en Conti Pro, c'est peut-être pas une si mauvaise chose quand on voit tout ce qui en est sorti derrière. Mais commençons d'abord par le sportif et avec les coureurs qui ont marqué, qui ont essayé de sauver le navire bien qu'ils le pouvaient. Et je vais commencer par le sprinter belge Milan Fretin. C'était compliqué d'en citer un chez Cofidis, pour être honnête. Mais bon, voilà, on en met quand même quelques-uns. Tout n'a pas été mauvais. Et Milan Fretin était le top scorer de l'équipe. C'est celui par qui on passait quand il y avait un sprint. Et il a été très dangereux sur la plupart des sprints. C'était le plus apte à embêter les équipes en tour. Il a gagné 3 fois et a été souvent placé. Donc c'est la satisfaction de cette équipe. Et on peut aussi citer Aaron Bourou qui, malgré que j'ai pas eu l'impression de l'avoir beaucoup vu sur l'année, en fait, Aaron Bourou a toujours été présent. C'est juste que voilà, en fait, on voyait pas Cofidis, mais à chaque fois qu'il y avait un Cofidis, c'était Aaron Bourou. Et ouais, il a fait une saison complète en fait. Donc leader sur les classiques. Il a tenté de porter à bout de bras la structure, hein. Comme j'ai dit, j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup vu, mais au final, il s'est montré partout où il pouvait se montrer. Et il a fait 15 top 10, 36 top 25, souvent le premier de son équipe. Donc, mine de rien, c'est pas rien. Ça montre qu'il a toujours été le coureur, le seul digne de confiance en fait dans cette équipe. Et sa victoire retirée sur le Tour des Pays Basques, puis réattribuée. C'est un peu le résumé collectif de la saison Cofidis avec tout va bien, enfin tu penses que les choses vont bien, puis ça va pas, et puis à nouveau c'est bon. Enfin, c'est vraiment le Micmac Cofidis résumé avec une seule étape, la victoire d'Aran Bourgo sur le Tour des Pays Basques. Ensuite, déception, ouais, il y en a eu plusieurs, ça par contre, malheureusement. Mais on va surtout citer les gros noms, je pense, hein, ceux pour qui on avait des attentes. On va commencer avec le grimpeur allemand, Emmanuel Bourman, qui arrivait avec un statut de leader dans cette équipe, alors qu'en soi, 2024 a déjà été assez compliqué pour lui. 2025 était dans la continuité. Et j'ai été trop surpris là, enfin je faisais encore un peu les recherches avant de faire le podcast. Mais Emmanuel Bourman, non seulement il a cette quatrième place sur le tour en 2019, hein, l'année de Bernal et Pinot, mais c'est fou de se dire que ce mec-là, il y a 3 ans, était encore en train de faire des top 10 sur les grands tours. Donc, il a encore. Il a 33 ans maintenant, mais
allez, c'était en 2022, il était déjà dans le top 10 du Giro. 2021, pareil, il se battait aussi pour un top 10 sur le Giro. Et le pire, c'est que des fois, il était équipier, des fois, il était leader unique. Enfin, ouais, c'est. Même 2023 est une bonne année pour Bourman, sur le plan sportif. C'était lieutenant de Jay Hindley sur ses années, sur l'année où il va sur le Tour de France et il porte le maillot jaune quelques jours. Enfin, Bourman était vraiment bon et c'était tout d'une recrue. Elle est assez sympa. Mais 2025 a vraiment été mauvais pour lui. Il était totalement invisible. Et ouais, tu t'attendais à peut-être le voir jouer entre la 8ème et la 15ème place peut-être sur des courses. Mais il a fait qu'une 5ème place sur le Tour de Jura au final. Une 11ème place sur le Dauphiné. Tu te dis, ah bah peut-être que le Dauphiné 11ème c'est pas mal. Le Tour de France il fera peut-être ce top 15 justement. Ah, non. Il a fini 30ème au général. Il était invisible sur toutes les étapes. Sur la Volta, c'est pas mieux. Et cerise sur le gâteau, il reçoit une prolongation de contrat de 2 ans. Alors qu'il a vraiment rien montré. Et là, tu te dis, ouais, Cofidis. Cofidis, tout simplement. Genre, à quel moment un mec de 33 ans qui te performe à ce niveau-là, donc il performe pas en fait, simplement, tu lui offres 2 ans de contrat supplémentaire en te disant non, mais il a prouvé, c'est intéressant qu'il a fait, il faut qu'il revienne et tout ça. Et en plus, vous allez voir, mais en fait, il est déjà prévu sur le Tour de France. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir été mauvais, il y a déjà un spot assuré sur le Tour de France. Et là, tu te dis qu'il y a un problème au niveau de la gestion chez Cofidis, c'est que il y a des passes droits qui ne doivent pas avoir lieu, en fait. Enfin, c'est juste honteux. Ensuite, autre déception de 2025 chez Cofidis, Dylan Teuns. Arrivé avec un statut de leader, hein, pareil, coureur assez complet. On sait qu'il peut être bon sur les classiques, qu'il peut être bon sur le début de saison. On sait qu'il peut être bon également sur les arrivées punchy. Ça a été un vainqueur d'étape sur le Tour de France. Enfin, donc voilà, on connaît Dylan Teuns. Mais il a eu ses opportunités, ça n'a pas été bon. Ça a été la continuité de sa fin de contrat, de carrière chez Israël Premier Tech. Il a perf sur l'étoile de Bessèges, hein, quand toutes les équipes du World Tour, tout ça, sont retirées. Mais honnêtement, sinon, la dernière fois alors, c'est la seule fois où on l'a vu après ça, c'était le top 10 sur l'étape de Montmartre, en fait. Sur le Tour de France. Donc sinon, à part ça, Dylan Teuns n'a pas vraiment été bon. Son premier vrai top 10 de la saison, du coup, survient en août, sur le Tour du Limousin. Et c'est tout. Sa saison a commencé en août, en fait. Donc voilà. Heureusement, vraiment, hein, comme on a dit, heureusement que Freta ou Aran Bro ne sont pas pétés, parce que sinon, à côté, c'était pas fou du tout. Et troisième déception dont je parlais, c'est à moitié déception, mais vu que c'est le leader emblématique de l'équipe et que l'équipe a sombré, je suis obligé d'en parler, c'est Brian Cocker. Sa saison n'a pas été dramatique, hein, mais voilà, il a fait 6 podiums cette saison, toutes catégories confondues. Il y en a 3 qui sont sur le Tour de l'Under en janvier. Et au-delà de ça, ben voilà, c'est 3 autres podiums sur tout le reste de la saison. C'est pas assez en fait. On l'a vu qu'il y a eu une saison compliquée. Psychologiquement aussi, ça a été compliqué. On l'a vu par exemple sur le Tour de France avec la chute qu'il a subie, entre guillemets provoquée. Enfin, il y a eu beaucoup de complications pour Brian Cocker. Et bon, malgré tout, il a quand même levé les bras au World Tour. Du coup, je ne veux pas plus m'attarder là-dessus. Mais voilà, on sait que Brian Cocker est capable de faire mieux et doit faire mieux. Alors, les changements pour 2026 concernant l'équipe Cofidis, honnêtement, il y en a beaucoup. On en a parlé, hein, donc il y a la relégation en Conti Pro. C'est une année où clairement il faut faire des changements. C'est une année de... Pas de transition, à mon avis, parce que la transition doit déjà être faite depuis plusieurs années avec ce qu'il n'avait pas. Là, c'est vraiment une année où on reconstruit tout. On redémarre de zéro. Cédric Vasseur, le manager de l'équipe, n'est plus là. Ça, franchement, c'est déjà le point le plus positif. Parce que, entre ses déclarations, les problèmes en interne qu'il y a avec beaucoup de cyclistes, et
Et ouais, l'attitude générale qu'il y avait au sein de l'équipe, notamment à cause de lui, c'est une bonne chose que les deux parties se séparent. Et ouais, ça c'est déjà une première bonne chose. Ensuite, de là, tu peux essayer de reconstruire l'équipe. Tu sais que tu redémarres d'un cran plus bas, que tu n'as plus l'obligation d'être sur toutes les courses World Tour. Honnêtement, ça peut amener à quelque chose de bon. On va pas se mentir, Cofidis là a tout pour repartir dans la bonne direction, petit à petit, faut pas se presser. De toute façon, le classement ici, il est basé sur 3 ans si tu veux remonter en World Tour. Mais je pense que là, le plus important n'est pas spécialement de remonter en World Tour, mais de se restabiliser, de recréer un bon collectif afin de justement repartir sur les bonnes bases. Donc les nouveaux staffs qui vont arriver dans l'équipe pour remplacer Cédric Vasseur, c'est directement pris de l'équipe de management du cadre vélo que Cofidis a, donc la gamme Look. Et on va voir ce que ça apporte. Peut-être que aussi le fait d'avoir une vision un peu plus extérieure de la bulle sportive cycliste, ça va faire du bien. D'avoir peut-être un manager plus qu'un ancien sportif. Maintenant, voilà, il y aura du pain sur la planche et ça va être une tâche compliquée, on le sait déjà. Concernant les transferts, bon, ben, vu que l'équipe redescend, il y a quand même quelques pertes à noter. Mais il n'y a pas de. Comme on l'a vu, hein, l'effectif n'était pas non plus un effectif avec des gros noms. Et malheureusement, les gros noms qui n'ont pas performé ben, sont toujours dans l'équipe. Cependant, on va quand même perdre un Aimé de Gens qui va chez Pinarello qui est 36.5. On va perdre quand même un Rezo Serrada qui va chez Burgos, un Stefano Oldani qui va chez Cara Rural. Ça reste quand même des coureurs qui peuvent apporter des points, qui savent être assez solides sur les courses de leur catégorie. Bon, c'est pas non plus les plus grosses pertes, ça va. On peut également parler du départ en retraite de Eddie Finet, de Anthony Perez, de Hugo Toumir et le départ en retour en amateur pour Nolan Maudo. Notons également le départ et le retour chez Euskaltel Euskadi de Jonathan Lastra qui, bon, c'est pas une perte, honnêtement, il retourne en Conti Pro, mais dans son pays, on va dire, c'est peut-être... je pense pas qu'il y ait de perdant dans l'affaire. Et concernant les arrivées, il y a des choses intéressantes, tout comme on essaye de reconstruire depuis vraiment bas, donc en reprenant au circuit amateur, en reprenant des opportunités de la Arkea qui s'est arrêtée. Vous allez voir, hein, ça va être le fil rouge de tous les mercatos, de toutes les arrivées. Il y aura d'office des mecs de la Arkea qui vont arriver un peu partout dans toutes les équipes, tout comme il y aura aussi beaucoup de coureurs de la Intermarché, vu que la fusion Lotto et Intermarché n'a pas non plus redistribué tous les contrats à tous les coureurs. On peut donc parler de l'arrivée de Alex Kirch, qui est à Paris, comme Cofidis sait les faire et ne sait ne pas les faire justement ces dernières années. Sa saison 2025 n'a pas été bonne pour Kirch, mais les années précédentes montrent qu'il a quand même un coffre et de quoi apporter sur les classiques flandriennes, donc pourquoi pas. Hugo Page, c'est pareil. Donc ça, c'est deux coureurs qui vont apporter sur les classiques, qui peuvent aussi apporter sur les sprints. Donc à voir ce que ça peut donner, à voir si ça va apporter, si ça va venir faire le train pour Bilal Fretin aussi. Parce que Bilal Fretin, du coup, on a vu que c'était le coureur emblématique, il faut maintenant lui apporter un train. Ensuite, on essaie de faire un recrutement quand même très français du côté de Arkea. Du côté de Cofidis, pardon. Justement, en allant chercher les mecs de Arkea en la personne de Jente Biermans. Un coureur qui peut accumuler beaucoup de top 10 sur les semi-classiques. Donc ça, c'est intéressant. Louis Roulant et Eduardo Zamperini suivent le pas. Et ensuite, on récupère des coureurs des Conti françaises et des amateurs avec Yael Joaland, qui a eu une grosse chute il y a quelques années, qui a freiné un peu sa progression, mais ça reste un grimpeur talentueux, qui a à présent 25 ans. Et ensuite, il y a les fraîcheurs du national Camille Charret et Jamie Mihan, l'Irlandais qui était déjà là en stagiaire l'année passée et qui cette fois est dans l'effectif. Ce qui amène comme sélection potentielle sur le Tour de France. Alors, il y a déjà des noms qui sont annoncés,
comme Bourman, Carr, Kirsch et Fretin. Bon, Bourman, on a déjà parlé, je vais pas m'attarder dessus. Simon Carr, on verra. C'est un très bon grimpeur, mais il se blesse tout le temps, donc c'est compliqué pour lui aussi. Kirsch, c'est logique. Ça, il arrive avec un gros nom, avec un gros statut, entre guillemets. Et je pense qu'il pourra apporter sur les sprints pour Fretin. Et ensuite, du coup, Fretin lui-même qui mérite totalement sa place sur le tour. Je pense qu'à ça, on pourra ajouter un Hugo Page. Parce que clairement, il vient d'arriver, il va vouloir être sur le Tour de France. Et en plus de ça, il faut justement créer ce train pour Fretin. Je rajouterai Aaron Bourou parce que déjà départ en Espagne. Et en plus, il mérite totalement sa place sur le Tour. C'est le meilleur coureur de ton équipe. Donc ça, c'est les 6 noms que je garderai, enfin qui seraient déjà présents, alignés sur le Tour de France. Et puis pour les 2 autres noms, honnêtement, ça se battra. C'est aussi l'avantage des trucs anti-pro, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir une équipe déjà préfaite pour le Tour. Tu peux vraiment voir en fonction de qui performe pas. Et Cofidis, on le sait, c'est l'équipe qui va toujours sur le Tour et la Volta. Le Giro, ils y vont jamais de eux-mêmes. Donc, on verra bien. Il y a 16 spots, entre guillemets, pour les 2 grands tours. Il y a de quoi avoir des surprises. Maintenant, du mercato, du coup, pour Cofidis, je vais mettre un 6. Parce que le contexte du retour en Conti Pro fait que je suis moins indulgent sur leur mercato. Et je trouve que c'est plus intéressant, justement, d'aller chercher des jeunes en amateur, tout ça, au vu du contexte Cofidis. Si c'était une équipe, si c'était maintenant ou un truc qu'ils aient fait ce mercato-là, par exemple, je pense qu'il serait allé vers un 2 ou un 3. Parce que c'est pas concevable d'avoir cet effectif-là en tour. Maintenant, en Conti Pro, avec un nombre de courses restreint, ils peuvent se la couler un peu plus douce. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir choisir les courses, aligner de meilleurs effectifs sur les courses et faire en sorte que quand ils vont au départ d'une course, c'est pour performer et pas juste avoir un Bourou qui se débrouille. Donc, 6 sur 10 quand même pour le mercato. Et les attentes pour 2026, pour conclure, c'est clairement il faut montrer autre chose que 2025. 2025, c'était l'année où on a vu tout le négatif. 2026 doit être vraiment l'année où on voit une nouvelle identité. Où sur le plan sportif, on garde le positif. Il y a eu des victoires quand même ces temps-ci pour Cofidis. Il y a la victoire de Victor Lafay sur le Tour, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Il y a eu des performances au World Tour avec Kokar également. Enfin, voilà. Il faut juste recréer une nouvelle identité Cofidis, une identité forte. Et le retour en D2 va vraiment faire du bien. Ça va apporter moins de pression à tous ces coureurs-là et faire en sorte peut-être qu'ils retrouvent aussi ce goût pour le sport. Donc voilà, c'est la fin pour Cofidis. N'hésitez pas à donner votre avis sur la structure, le mercato, le cas de Emmanuel Bourman par exemple, si ça vous surprend pas, etc. Donnez aussi à vos attentes par rapport à cette équipe, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, je pense, par rapport à cette équipe Cofidis, qui est l'équipe historique du peloton. N'hésitez pas aussi à vous donner les coureurs que vous verrez sur le tour, s'il y en a un que vous voyez gagner une étape, s'il y en a un que vous voyez jouer un classement général, peu importe, n'hésitez pas à donner vos commentaires et on se retrouve pour la prochaine preview. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.